Ouais, à Ventabren, là, derrière les Méjeans, est-ce que tu vois une fumée? Pour l'instant, négatif et rectifiant. Sur Ventabren, pas de fumée visible. Qui a fumé? TGV, là. À Codis, Pinis 2. Ouais, départ de feu, lieu-dit la Gancine, commune d'Aix-en-Provence, sur la départementale 64, kilo delta 42, Bravo 9.2, à proximité du feu de juillet là, qui avait été mis par la moissonneuse. Vigie du Grand Puech, Yannick est guetteur. À 800 mètres d'altitude, il surveille le département des Bouches-du-Rhône. Sa mission, détecter tout départ de feu. Voilà. Sur Aix-les-Milles. Aéroport de Marseille, base de la sécurité civile. Feu vert, 4 Canadair, 4 Canadair. On a entendu la sirène. Allez hop. Le départ de feu est annoncé sur Aix, donc on va tout de suite aller aux avions pour faire un premier écopage sur Vennes et aller directement sur le départ de feu. Alors on ne connaît pas exactement l'ampleur du sinistre, mais on va tout de suite avoir un premier compte rendu là dans un quart d'heure, 20 minutes. Ce jour-là, Nicolas Daubert est d'alerte. Il est pilote à la sécurité civile depuis une dizaine d'années. Au moment du départ, pas de précipitation. La localisation de l'incendie est pour l'instant imprécise. Du coup, la préparation du vol est succincte. 4 Canadair se préparent à décoller. L'incendie est à proximité d'Aix-en-Provence. Voilà la fumée. Le feu se développe. La fumée est visible depuis l'aéroport. Nicolas est sur le point de devenir commandant de bord. Comme la plupart des pilotes, il a fait sa carrière durant 17 ans dans l'armée de l'air avant d'arriver sur cette base. Nicolas a effectué ses premiers pas comme copilote, puis il a dû faire ses armes durant 5 ans sur un autre bombardier d'eau, le Tracker. Aujourd'hui, c'est l'une des dernières missions où il est accompagné d'un instructeur. En moins de 10 minutes, il va devoir décoller avec 3 autres Canadair en s'intercalant dans le trafic de l'aéroport de Marseille. Sur place, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont déjà en action. Dès les premières minutes de l'alerte, d'importants moyens se sont déployés sur le terrain. Plus d'une centaine de pompiers luttent déjà contre le feu. On a vite été débordé à cause du vent, mais bon, la difficulté de cet incendie, c'est qu'il y a des bosquets d'arbres et des champs de chaume. Donc la chaume se propage assez vite avec le vent, donc ce qui a mis le feu au bosquet. Et comme vous voyez, plusieurs camions qui sont répartis sur plusieurs secteurs, donc la difficulté, c'est de mettre en route mettre tout ça en place, quoi. Les Canadair sont attendus avec impatience. Le feu se propage vers des habitations. Leur présence devient indispensable. Direction l'étang de Berre, c'est l'endroit idéal pour remplir l'appareil. La météo est bonne. Pour Nicolas Daubert, les conditions sont idéales. Moi je le prendrais plutôt comme ça là. Ouais, comme ça, fais comme là, c'est bien. Ça te fera un peu de vent de la droite, c'est pas grave. Tu décrames un peu. L'avion se pose avec délicatesse. En moins d'une douzaine de secondes, il va ingérer 6000 litres d'eau. Le remplissage s'effectue toujours au plus près de l'incendie. Les paramètres sont corrects, tout va bien. Ça passe. Voilà pour la théorie. En pratique, l'affaire se complique un peu. Pour l'un des coéquipiers, la partie est délicate. Une planche à voile coupe son axe d'écopage. Elle force le pilote à remettre les gaz pour l'éviter. À l'abérissage, celui-ci rebondit violemment. Sur place, le feu devient violent. Le vent attise les flammes. Nicolas est en 3e position dans l'escadrille. Allez, on est armé, les volets 15. Ah, je garde de l'angle. Hein. Oui, tu restes comme ça. On est les volets 15, on est armé. Ouais, on est pareil. Allez, on surveille voir s'il n'y a pas de monde. Pélican leader, donc pour les 4 CL415, autorisation de largage, je confirme. Un chef de feu dirige les efforts combinés des moyens aériens et des moyens au sol. Allez, ça chauffe là. Ok, reste angulaire, reste angulaire. Il y a trop de fumée là. Vas-y, ouvre encore à gauche. Ouvre à gauche après. On va se faire chier. Ne te rapproche pas de l'autre. Voilà, ouvre bien encore, ouvre encore. Voilà, comme ça. Voilà.
Ça nous fera raccourcir un peu, non? Et à peu près là, par rapport au deuxième. Oh, putain, il a largué sur le côté. Il faut venir un peu dessous. Moment toujours délicat, lorsque le Canadair traverse le panache de fumée, la visibilité devient nulle. L'objectif de Nicolas, garder ses distances de sécurité avec ses coéquipiers. Bon, c'est bon. Et un petit peu près, hein. Il faut être à la au double de ça. D'accord, l'hélico en sortie devant. Les volets sont rentrés. La tactique des Canadair pour combattre un feu est de l'attaquer par un côté afin de réduire son champ d'action et d'éviter sa propagation. Largué en plein milieu d'un incendie au milieu des flammes ne ferait qu'évaporer une grosse quantité d'eau. Le plan d'eau, est-ce qu'ils ont dégagé les planches à voile ou pas? Ah, on est face au vent maintenant. Dernière vérification par l'instructeur. Après une dizaine d'années d'apprentissage, Nicolas sera bientôt seul maître à bord. T'as rempli. Oh les zéros, Oh les rentre. Les rotations sur le feu s'enchaînent au rythme des écopages. Après avoir procédé à plusieurs largages, le feu commence à faiblir. Le personnel en retrait, largage Canadair, flanc droit, arrière flanc droit. Ouais, Pélican 32, top largage pour là, c'est ok. Ouais, merci. Ouais, tu vois, juste après le noir, regarde. Ouais. Hein? Allez, on peut descendre si on est haut. Voilà, là il a traité, il y a du noir, ouais, il y a du noir là et l'autre le fera le dernier, toi à gauche là, t'as vu? Il y a du noir à gauche. Les largages se font à une trentaine de mètres du sol, mais voler si bas, même si les pilotes ne le reconnaissent qu'à demi-mot, est très risqué. En quelques secondes, l'avion perd 6 tonnes d'eau, il est littéralement aspiré vers le haut. La manœuvre est délicate, le pilote doit éviter que son appareil se cabre. Voilà. A priori, ils ne reviennent pas les Canadiens, c'est bon. Mais il nous faut des porteurs d'eau, non? C'est maintenant aux hélicoptères bombardiers d'eau et aux moyens terrestres de finir l'intervention. Les opérations dites de noyage peuvent débuter. Elles permettent d'éviter tout risque de reprise du feu. Cette collaboration entre pompiers du ciel et pompiers du sol s'est parfaitement déroulée. Ça a nécessité pour nous l'engagement de 4 Canadair, 3 hélicoptères bombardiers d'eau, une soixantaine d'engins de lutte et environ une centaine de sapeurs-pompiers. Donc un dispositif assez important, mais qui était justifié par les risques, par la proximité d'habitations qui étaient directement menacées par le feu. Dernier survol pour les Canadair avant le retour à la base. Nicolas reçoit ses ultimes recommandations concernant le largage. Je me méfie un peu parce que y a quand même du monde un peu partout là. Sur mais le largage du Canadair à la hauteur où on largue, il n'est pas dangereux. Hein. Bon, faut faire attention bien sûr, pas trop descendre quand il y a du monde, mais si tu le fais à la bonne hauteur, à 150 pieds, c'est bon. Et là, on était bien. Je te fais descendre, mais t'es quand même à 150 pieds. Hein, les arbres sont hauts. Hein. Retour à la base, débriefing de Nicolas sur la tactique adoptée pour combattre ce feu. Avec un feu, on parle un petit peu comme des opérations militaires, avec une origine, un flanc droit, un flanc gauche. Et là, tous les avions ont travaillé sur le flanc droit, de telle manière à pouvoir libérer l'action des pompiers qui, eux, travaillaient sur le flanc gauche. Malheureusement, sur les plans d'eau, de plus en plus, on trouve des planches à voile, des kitesurf, des jet skis qui ne respectent pas forcément notre axe d'écopage. Et ça nous amène des fois à remettre les gaz, comme on dit, et à se représenter. D'où une perte de temps qui peut être préjudiciable si on compte que toutes les secondes comptent sur un feu. Après 10 ans de lutte contre les incendies, chaque feu représente toujours un défi pour ces pilotes. Cet ensemble amène un petit peu d'adrénaline, oui, dans l'excitation d'aller au feu. Ultime récompense pour Nicolas après des années d'apprentissage, la maîtrise totale de son oiseau jaune. Durant la saison des feux de forêt, les équipages sont d'alerte du lever au coucher du soleil. Quand ils sont appelés à intervenir sur de gros incendies, il est fréquent qu'ils rentrent de nuit à la base. C'est alors aux mécaniciens de prendre la relève. Tous les avions qui ont volé doivent passer à l'inspection et au lavage pour être prêts à décoller le lendemain matin à la moindre alerte. Ici, il n'y a pas de place à l'imprévu.
Les moyens aériens de la sécurité civile comptent 24 bombardiers d'eau, dont 12 Canadair et 9 trackers. 88 pilotes et copilotes se relaient au rythme des tours de garde. Moment de détente au mess. À tout moment, l'alarme peut retentir dans les locaux. En moins de 20 minutes, les avions doivent décoller. André Billot est chef pilote. Entre la formation des nouveaux et les tours d'astreinte, l'été, les plannings sont serrés. Il n'est pas avec Durand, il tourne avec qui? Là, il était avec Roland. J'ai été pilote de chasse dans l'aéronaval donc de 65 à 1980. Et puis après, je suis venu à la sécurité civile en 1981. Je n'étais pas parti pour ça, je suis venu voir des copains à moi qui étaient pilotes de Canadair en passant. J'avais choisi de faire un autre métier. Et puis, quand j'ai vu les avions, je me suis dit pourquoi pas faire ce métier. Et puis voilà, ça fait 27 ans que j'y suis. Bon, nous voilà dans un Canadair. Alors vous voyez, c'est assez vide comme avion, puisque c'est un avion pour travailler. Là, vous avez les réservoirs d'eau, une capacité de 13 500 livres, c'est-à-dire un peu plus de 6 200 litres d'eau, répartis également de chaque côté. Ensuite, une partie qui est réservée aux équipages, où les affaires de vol sont un peu entreposées, puisqu'on est d'alerte pour le moment. Et puis on arrive vers la cabine de pilotage. Cabine de pilotage, où vous avez, l'équipage est constitué de 2 pilotes, un commandant de bord, un copilote. Alors vous pouvez voir qu'il y a ça fait comme une coque de bateau, bien évidemment, puisqu'on se pose sur l'eau pour écoper de l'eau. On peut même s'arrêter d'ailleurs. Et puis ce que vous voyez là, on appelle ça des moustaches, c'est pour éviter les projections d'eau sur les hélices quand on est dans l'eau, si on met le nez un peu bas dans l'eau. Voilà. Bon, la coque de bateau se continue jusqu'aux trappes de largage qu'on peut voir. Il y a 4 trappes de largage, 2 de chaque côté. On voit que ce ne sont pas des trappes énormes. Hein. Pour prendre de l'eau, on se sert d'écopes. Il y en a une de chaque côté, c'est pas très grand. Il y a une légende qui dit que les pilotes bombardiers d'eau ont déjà ramassé des plongeurs. Vous voyez que c'est pas possible, avec des écopes comme ça. André est intervenu en dehors de nos frontières. Il en garde un souvenir très fort. L'année dernière, on est allé en Grèce au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. En Grèce, il y a eu à peu près 3 vagues de chaleur très importantes. Il faisait plus de 42, entre 42 et 45. Il y avait des feux partout et quasiment tous les pays européens qui avaient des avions bombardiers d'eau, ils sont allés. Donc nous aussi. C'était la désolation et puis ça ne s'arrêtait pas parce qu'il faisait très chaud. Statistiquement, je crois qu'il a été donné 300 000 hectares de brûlés pendant la saison feu, peut-être plus. Je crois qu'il y a eu 67 victimes, plus de 100 villages évacués, les oliviers ont brûlé, ça dépassait un petit peu ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, la Grèce. Suite à la répétition d'incendies meurtriers, une force d'intervention rapide européenne a été créée. Durant l'été 2007, les hommes de la sécurité civile française sont intervenus en Grèce et en Italie à plusieurs reprises. Les pilotes comme André n'aiment pas aborder l'aspect dangereux de leur métier. C'est un métier, alors quelquefois c'est très simple. Des fois c'est un peu plus compliqué quand la mer est agitée. Et il y a toutes les turbulences, il y a tous les obstacles non naturels, les lignes haute tension, les câbles de débardage, la fumée. Il faut faire un tour du feu avant, il faut s'assurer de pouvoir dégager à n'importe quelle partie de sa trajectoire pendant la passe-feu. Mais ça s'apprend, ça se gère. Et puis si ça ne va pas, on va voir ailleurs, de toute façon. Baie de Marseille, exercice d'écopage pour André et Frédéric Kretz, le copilote. Quelle que soit la météo, les entraînements sont quotidiens. Garder la main, rester en contact avec la machine et les éléments extérieurs est très important. Ces pompiers du ciel doivent être prêts à intervenir à tout moment. Les feux se produisent toujours avec des conditions météo difficiles. Regarde, on voit bien la houle comme elle est formée. Elle est un peu haute là. Si on est parallèle, ça devrait être à peu près bien. Les écopes à sortir, on va voir comment c'est. Voilà, on la voit bien. Hein. Ouais. Voilà, tu vois, ça turbule un peu. Écope. Écope, sortie. Tu vois, c'est pas si simple. Ouais. Alors là, il y a de la houle croisée. Là, tu vois les difficultés. Ouais. Ça se travaille. Ouais.
À cette vitesse, les manœuvres peuvent être parfois périlleuses. Elles sont néanmoins nécessaires pour mettre pilote et copilote en situation réelle. Malgré son expérience, André n'est jamais à l'abri des éléments extérieurs. Il connaît bien les risques. Et on rentrera les volets à la fin du virage. Reçu. On largue. Avec 4 largués. Les feux, c'est jamais très simple, quoi. C'est-à-dire que même quand ça paraît facile, il faut faire bien attention. Ouais, ça, il peut y avoir plein de pièges. Donc, quand on travaille longtemps, par exemple 6 heures, 7 heures, même 8 heures, puisqu'on a le droit de faire 8 heures sur les feux dans la journée, ouais. Eh ben, il faut toujours être vigilant. Il n'y a pas de feu facile, il n'y a pas d'écopage facile, ça peut se transformer rapidement en catastrophe. Si la mer est vraiment démontée, l'écopage se fait à l'intérieur du port de commerce dans un chenal, à l'abri des vagues et des turbulences. Jean-Marc Matteo est une jeune recrue. Depuis quelques mois, il a intégré la sécurité civile pour devenir pilote de bombardier d'eau. Aujourd'hui, séance de formation avec Bruno Guillot, instructeur et chef pilote sur Tracker. Comme tous les pilotes de la base, Jean-Marc a fait ses débuts dans l'armée. Bon, allez, bon vol, à tout à l'heure. Allez, tout à l'heure. Ciao. Alors dans l'armée de l'air, j'ai commencé par l'école de chasse à Tours. Ensuite, j'ai été affecté à Reims sur Mirage F1C, défense aérienne. Ensuite, j'étais instructeur sur Fouga Magistère à l'école de l'air à Saint-Provence. Après 14 ans au sein de l'armée, Jean-Marc décide d'intégrer la patrouille de France. Durant 4 années, il officie au sein de l'escadrille et réalise les plus belles acrobaties aériennes. Et sur la patrouille de France, j'ai demandé à retourner en unité opérationnelle sur Mirage 2000 sur la base d'Orange. Et donc à l'issue de cette affectation sur la base d'Orange, j'ai regagné la sécurité civile sur Tracker. Des terrains en conflit, on a participé comme tous les pilotes à des opérations, que ce soit au Tchad ou en Irak. Je dirais que c'est le lot quotidien de tous les pilotes de chasse. Le recrutement est très sélectif. Il s'effectue essentiellement chez les pilotes de chasse de l'armée de l'air ou de l'aéronavale. Là en fait on fait le tour de l'avion, bien que le mécano ait participé à la remise en œuvre de l'appareil, on va vérifier que toute l'intégrité technique de l'appareil est là et qu'il n'y a pas de problème au niveau de corps étrangers qui peuvent obstruer les entrées d'air des turbines, c'est un souci au niveau des pneumatiques, au niveau des pressions, au niveau de tout ce qui peut être trappe, etc. Donc tout ce qui est anormal peut être signalé. Une expérience minimale de 3000 heures de vol est exigée lors du recrutement. Pilotes aguerris mais aussi fiables, consciencieux et motivés. C'est le prolongement peut-être naturel d'un métier de pilote de chasse, avec le plaisir du pilotage et d'effectuer une mission de guerre, entre guillemets, qui est la lutte contre les feux de forêt, avec justement ce pilotage sur un avion qui est un avion quand même d'une ancienne génération, qui demande vraiment du pilotage à l'ancienne. Moins connus mais tout aussi efficaces, les trackers qui effectuent à l'inverse des Canadair leur plein au sol disposent d'une capacité de 3300 litres. Équipés de retardants, ils effectuent des missions de surveillance et de première intervention. On redécouvre notre métier qui est complètement différent. On va être amené à voler beaucoup plus près du sol, on va être amené à voler à côté des reliefs, on va être amené à voler pour délivrer un armement entre 30 et 40 mètres, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans l'armée de l'air, hormis certaines phases de bombardement. L'adrénaline, elle est forcément là. On a vécu toute notre carrière avec un danger potentiel, bien évidemment, mais je dirais que toutes les règles de sécurité font justement que ce danger sera minimisé, ou du moins on va fixer des limites. Métier simple au premier abord, il requiert des compétences qui en font des pilotes très particuliers. Assouvir un rêve de gosse, je dirais non dans un premier temps, puisque je ne me destinais pas à une carrière de pilote au tout début, plutôt une carrière de médecin, parce que j'ai fait fac de médecine avant de rentrer dans l'armée de l'air. Par contre, j'ai appris que ce métier-là est un métier de rêve, un métier qui permettait d'allier en même temps le plaisir du pilotage et l'utilité, puisque forcément on est amené à sauver tout au moins des maisons, des vies et des forêts. Ce sont les sentinelles du ciel. Ces hommes sillonnent les vallées, les forêts, attentifs à la moindre fumée suspecte. Centre opérationnel de Valabre, c'est ici qu'arrivent les demandes d'intervention pour les bombardiers d'eau. Depuis quelques années, la France innove. L'idée, plutôt que d'attendre le départ d'un feu, c'est d'anticiper en fonction des risques météo et de faire survoler les zones menacées par des avions chargés de retardants.
Marc Croiser est chargé de sa mise en place. Un petit peu en sécheresse. Donc les zones qui craignent le plus, c'est de la Camargue au Var jusqu'au Morre. Je suis venu prendre les informations météorologiques pour régler le dispositif que je vais proposer tout à l'heure en réunion au chef du COSE pour la partie aérienne. Quels sont les moyens aériens? Alors en matière d'alerte, ça va se traduire. Grâce à ces informations, les menaces sont étudiées et les moyens de surveillance peuvent être anticipés sur les zones à risque. Il y a un réel accroissement des risques demain sur l'intérieur de PACA et sur la Corse qui en effet mérite toute notre attention par rapport à une journée comme aujourd'hui qui était en deçà en effet au niveau des risques météorologiques. Plusieurs avions chargés de retardants patrouilleront sur les zones déterminées à l'affût du moindre départ de feu. Mais parfois le retardant ne suffit pas. Sur les 2000 incendies recensés en moyenne chaque été dans le sud de la France, 410 sont attaqués par des moyens aériens. Certains incendies demandent une intervention massive lorsque les risques de propagation sont les plus grands. Allez, Pélican se représente. Tu me donnes l'autorisation de largage, s'il te plaît? Ouais, Pélican de 42 d'aéro, autorisation de largage. Voilà, avec le vent, ça va aller dedans. Quelle que soit l'ampleur du sinistre, des avions peuvent être détournés pour arrêter un feu naissant. Il est essentiel d'éviter qu'un nouvel incendie important ne s'ajoute à celui déjà en cours. Baie de la Ciotat, une équipe de sapeurs-pompiers est chargée de la surveillance du plan d'eau. Nous, on est là, dans un premier temps, c'est pour sensibiliser les bateaux, comme quoi il y a des pélicans qui vont venir prendre de l'eau pour un départ de feu. Et la deuxième émission, c'est en cas de malaise d'un pilote, c'est de pouvoir aborder un pélican et de donner les premiers soins à un pilote. Jean-Louis Girardet combat les incendies depuis 15 ans. Il connaît les risques liés à l'écopage, les vagues, la houle, sans oublier le vent. Le Pélican qui cherche à joindre la sécurité plan d'eau, bonjour. Parlez. Oui, c'est pour vous dire qu'on est sur la fréquence, on arrive, il y a un troisième qui nous rejoint et on vous souhaite la bonne journée. Ouais, de même, actuellement on est sur le plan d'eau, on vous attend. Ok, ben on est là, on est sur la ville. En vent d'ouest, il n'y a pas trop de houle finalement. Il n'y a pas de planche, il n'y a pas de plongeur. Donc ça sera l'ouest. Les pélicans jaunes peuvent amérir par des creux de 1,80 m. Une mer déchaînée peut parfois faire déraper l'avion. Il n'est pas rare de voir rentrer un Canadair avec un flotteur d'aile endommagé. Pour Jean-Louis, l'écopage reste la partie la plus délicate de leur travail. Le Canadair cumule alors les inconvénients du bateau dans la houle et celui de l'avion à faible vitesse. Plusieurs accidents mortels sont intervenus durant cette phase. Donc c'est pas toujours facile comme ça. Ouais. Allez, Hermé. Eh ben, tu peux tirer. Un Canadair en feu de forêt, si vous voulez, c'est un soulagement. On va dire un soulagement lorsqu'on est un peu pris de tous les côtés et on se voit arriver une armada d'hydravios. Et en fin de compte, il nous facilite beaucoup notre travail. Du haut de sa vigie, Yann est aux premières loges pour détecter les incendies, mais aussi pour observer le balai aérien des Canadairs lors des interventions sur feu. Au début, ce qui surprend, c'est d'être, notamment quand il y a des incendies autour du Grand Puech, c'est d'être au-dessus des Canadair. Donc on est au-dessus, on voit leur travail vu du dessus, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Surtout quand il y a beaucoup de vent, parce que c'est quand même, ils doivent lutter contre le feu, mais ils luttent aussi contre le vent, quoi. Donc on voit que c'est des appareils qui sont quand même difficiles à piloter et que leur travail, il faut beaucoup de courage et aussi beaucoup de technique, quoi. Pélican 31 d'Aérovelo, bonjour. Après la terrible année 2003, la superficie détruite par le feu a été divisée par 10 ces dernières années. L'efficacité du dispositif dépend en grande partie de la détection précoce des incendies. Pour les bombardiers d'eau, une nouvelle stratégie a été mise en place, c'est l'attaque des feux naissants. En continuité du premier Pélican, de manière à mettre après en place les moyens terrestres. Pour l'instant, il n'y a personne d'engagé, vous avez autorisation de largage. Ça a commencé là-bas, moi j'ai ouvert les volets et il y avait des énormes flammes, donc j'ai
appelé les pompiers tout de suite, mais ils étaient déjà avertis. Je pense que c'est des broussailles qui ont pris feu. Et là, ça fait déjà la 3e fois que ça brûle là. Bon, les voisins, ils ont chaud. Aujourd'hui, la stratégie d'attaque des feux naissants a fait ses preuves. Sans l'intervention des bombardiers d'eau, cet habitant n'aurait peut-être plus de maison. On était en train de prendre l'apéro pour tout vous dire, on allait manger. D'un coup, on s'est senti environné de fumée, un peu isolé, en bout de colline comme ça. Et donc, on a pensé à la maison, quoi, et que ça a réussi à cramer. Hein. Comme vous le voyez, la maison est là, hein, elle est à quelques mètres. Quoi. On se méfie chaque année, dès qu'il y a du Mistral, on sait que malheureusement, on prend des risques quand on habite dans une pinède. Hein. Chaque été, les bombardiers d'eau évoluent dans le ciel pour notre sécurité. Mais ce métier reste dangereux. Depuis la création de l'unité en 1963, 33 pilotes et copilotes y ont laissé leur vie. Leur expérience n'a pas toujours pu les sauver. Écoute, on libère ton chantier, on rentre sur Marseille. Pélican 42, merci beaucoup encore pour cette passe supplémentaire. Bon retour et une prochaine. Reçu, merci.